Avec nous, Hélène Gagné, planificatrice financière, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée Gagné Johnston. Bonsoir, Hélène Gagné. Bonsoir, Gérald. Merci de nouveau cette année de répondre aux questions du public. On reçoit beaucoup de questions. On y va tout de suite avec une première de Lisette Tanguay. J'aimerais savoir si je transfère des actions, obligations ou fonds pour la cotisation au CELI. Est-ce que je dois déclarer le gain en capital? Est-ce que je peux prendre la perte en capital s'il y a une perte lors du transfert? Mais ce qui est important de savoir, c'est que si, au moment du transfert, on réalise un gain de capital, on doit s'imposer dessus. Mais toutefois, si au moment du transfert du titre, il y a une perte de capital qui est déclenchée, on ne peut pas réclamer cette perte-là. La seule solution serait de vendre le titre et de le racheter dans le compte enregistré 30 jours après la date de règlement. Mais encore là, il faut être prudent. L'idéal, c'est de transférer du cash de l'encaisse et c'est plus simple pour suivre le rapport de gain-perte de capital. Parfait. Excellente réponse. On y va avec une autre question de Régent Goudreau. Étant investisseur à la bourse depuis plusieurs années, je gère moi-même mes placements. Comme je frôle la limite permise de 100 000 en placements étrangers avant l'obligation de produire la déclaration T1135, bien précisément, j'aimerais avoir quelques précisions. La limite de 100 000 inclut-elle les placements en actions américaines détenus dans les CELI et REER? Si j'emploie la plus-value créée par certains placements et la réinvestis dans mon compte sur marge, suis-je soumis à la limite de 100 000? Le calcul de la limite est-il toujours établi par la valeur des placements à leur achat? Alors, ça cause beaucoup de maux de tête aux investisseurs, le fameux formulaire, le T1135, bilan de vérification de revenus étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise, il y a certaines exclusions de ça. Par exemple, le condo que vous achetez, que vous occupez en Floride, est exclu de ça. Les biens à usage personnel détenus à l'étranger. D'accord. Tous les placements étrangers qui sont détenus dans le CELI ou les comptes enregistrés, les REER, les FER, les CRI, tout ça, c'est exclu du calcul. Et aussi les unités de fonds communs de placement ou de fonds mutuels qui sont domiciliés au Canada. Et ça, même si le fonds négocié en bourse, par exemple, détient des titres étrangers, américains ou internationaux. Ça fait partie des exclusions. Il faut tenir compte de la valeur des comptes bancaires qu'on a à l'étranger, des obligations étrangères qu'on détient, des actions de sociétés étrangères, des fonds négociés en bourse qui se transigent, par exemple, sur la bourse de New York, même s'ils sont détenus avec une institution financière canadienne. Et puis, il faut tenir compte aussi des biens locatifs que vous pouvez avoir à l'extérieur. Oui. La limite, comme je disais, exclut tous les biens qui sont dans le CELI et qui sont dans le REER. Et puis, le T1135, c'est calculé en fonction de la valeur le coût fiscal, ce qu'on appelle le prix de base rajusté. C'est établi là-dessus et non pas la valeur marchande du bien. Okay. Maintenant, si monsieur décide de prendre des profits dans son compte comptant, pour réinvestir ces profits-là dans son CELI ou dans son REER, par exemple, bien, ça va diminuer la valeur des biens calculés pour son formulaire de T1135. Exactement. Bon. Alors, ça donne un aperçu. Et sur le site sur le site de l'ARC, on peut voir aussi les modèles. Et pour quelqu'un qui a plus de 100 000, mais moins de 250 000 Canadiens, il y a une déclaration simplifiée qu'on peut remplir depuis 2015. C'est bien, Hélène. On s'arrête là pour M. Goudreau. Madame Beaulieu dit « J'aimerais savoir si on peut payer la régie des rentes pour une ou plusieurs années non payées. J'ai eu des revenus de provenance diverses sous forme de dividendes, boni, en provenance d'une compagnie de gestion où l'on faisait des factures à l'entreprise mère pour le travail que j'effectuais. Je n'ai pas payé de RRQ sur les montants reçus. Est-ce que je peux payer ces montants en retard? Est-ce que ça vaut le coup? Bien, alors, Mme Beaulieu, elle assimile cette situation-là un peu à quelqu'un qui a l'opportunité de faire du rachat dans un fonds de pension là, pour service passé. Mais il faut savoir que quand on se verse des dividendes, ça n'est pas un type de revenu qui permet de cotiser au régime des rentes du Québec. Voilà. Alors, c'est important. Il faut que les gens suivent... C'est pas un revenu de travail. C'est pas un revenu d'emploi, de travail. Il faut que les gens suivent leurs choses de près parce que ça veut aussi dire qu'en touchant des dividendes, bien, ces gens-là ont un taux d'imposition moins élevé. Ils ne cotisent pas au régime des rentes du Québec, d'assurance parentale, d'assurance emploi. Alors, si la personne touche des dividendes, il faut qu'elle prévoie elle-même bâtir son épargne retraite
sous une forme ou sous une autre, parce qu'elle ne pourra pas compter là, sur des régimes comme ceux-là. Parfait. Jean-François Lapointe, 4e question, dit « Compte tenu de la faiblesse du dollar canadien, j'aimerais savoir s'il est préférable de privilégier les fonds négociés en bourse, les FNB, qui sont couverts en dollars canadiens ou non. J'aimerais aussi connaître les effets sur ces FNB, couverts ou non, advenant une hausse ou une baisse du dollar. » Bon, ça, c'est toujours une question qui est délicate pour les investisseurs. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut couvrir, est-ce qu'on veut s'exposer ou non aux fluctuations des devises étrangères? Je vous fais un exemple qui est simple. Disons que dans une année, le Standard & Poor's 500, vous détenez un fonds négocié en bourse qui calque le Standard & Poor's 500, puis que l'indice donne 6 cette année-là. Si le dollar américain augmente de 5 alors, vous profiterez, et que vous n'avez pas de couverture de devises, vous profiterez du 6 et, sur les titres et du 5 d'appréciation de devises. Mais si le dollar américain baisse de 5 si vous avez 6 sur les titres, moins 5 sur la devise. Donc, dans un cas où on s'attend à ce que les devises étrangères augmentent, alors, à ce moment-là, on préfère s'exposer à la fluctuation de devises. Mais si on s'attend à ce que les devises étrangères reculent dans une période comme ça, vaut mieux avoir une protection, une couverture de devises. Ce mécanisme-là, il est intégré dans les produits, dans les fonds négociés en bourse, dans les fonds communs. Mais il faut savoir que la recherche démontre qu'à très long terme, le mouvement des devises finit par se neutraliser et qu'il y a quand même un coût en termes de frais, en termes d'efficacité fiscale aussi, où on peut perdre un peu de ce côté-là. Alors, souvent, les gens vont opter pour le no regret strategy, c'est-à-dire d'avoir une moitié de placement étranger qui va couvrir la devise et l'autre moitié qui va être exposée aux fluctuations. Excellent. Steve Cusson demande, après 19 ans, nous avons retiré 5 000 $ du régime d'épargne enregistrée d'épargne-études pour notre fils. Je suis déçu de constater que nous allons encore payer de l'impôt sur ce 5 000. Le montant initial de mon salaire, qui a déjà été imposé à environ 40 % était de 9 000. Maintenant, mon fils va encore devoir payer environ 30 % de ce montant. Même en calculant l'intérêt et les subventions accumulées, le REE est une attrape. Il est payant pour le gouvernement et les banques. Mettre mon argent dans un bas de laine aurait-il été plus bénéfique? Bon, je pense qu'il faut que M. Cusson là, reprenne un peu de perspective vis-à-vis le régime d'épargne-études. Parce que présentement, c'est 2 500 par année qui peut être mis à l'abri de l'impôt. On peut avoir jusqu'à 30 % de subventions dans l'année où c'est déposé. Au moment du retrait, le capital qui a été investi n'est pas imposable. Contrairement à un REER, le capital lui-même n'est pas imposable et le parent peut décider de retirer lui-même le capital ou de le donner à son enfant. Ce qui sera imposable, c'est ce qu'on appelle la partie pour le programme d'aide aux études, qui est composé des revenus accumulés et des subventions. Et c'est l'enfant, donc l'étudiant, qui va s'imposer là-dessus. Normalement, le revenu de l'étudiant, il est moins élevé. Pour avoir 30 % de taux marginal, il faut pratiquement gagner plus que 40 000 $. Oui. Donc, il y a peu d'étudiants là, qui sont dans cette situation-là. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Avec plaisir. OK. Charles Tanguay, à la retraite, nous voulons maximiser toutes les déductions fiscales. Une chose qui nous préoccupe, ce sont les frais financiers. Pouvez-vous nous donner des détails sur la déduction des frais reliés à des placements non enregistrés? Certains honoraires sur des placements non enregistrés sont éligibles, mais pas les frais financiers. Pourquoi les frais de commission sur des comptes de courtage à escompte le sont-ils? Bon, d'abord, lorsqu'il y a une déduction de frais, elle sera uniquement sur les comptes non enregistrés. On oublie les CELI, on oublie les REER. Les commissions ne sont pas déductibles directement pour l'investisseur. Elles sont intégrées dans le coût fiscal à la fin, quand elles sont prises en compte pour établir le prix de base rajusté. Donc, on tient compte de la commission d'achat, de la commission de vente. Et au final, ça va réduire, par exemple, le gain de capital sur lequel l'investisseur va s'imposer. Les honoraires de conseil payés par l'investisseur directement à son gestionnaire de portefeuille, à son conseiller financier, sont déductibles d'impôt à chaque année. Maintenant, les règles sont différentes. Au fédéral, la déduction s'applique à l'encontre de tous les types de revenus, mais au Québec, il faut avoir des revenus de placement pour appliquer ça. Donc, revenus d'intérêt, de dividendes, la partie imposable du gain de capital. Dans les produits comme fonds mutuels, fonds négociés en bourse, il y a un frais de gestion. Ce n'est pas l'individu qui peut le déduire, c'est le fonds lui-même qui le déduit. Parfait. Et ça réduit, par conséquent, les revenus sur lesquels l'investisseur devra s'imposer. Hélène Gagné, on s'arrête ici. Très intéressant. Merci beaucoup.
Merci, Gérald.